une coupe transversale de la moelle épinière. Donc voici la face dorsale et la moitié, la substance grise avec la corne postérieure, la corne antérieure. Dans la région antérieure, les colonnes motrices de la ruelle sont de deux types. Il s'agit de colonnes d'une part médio-ventrales et d'autre part de colonnes latéraux-ventrales. Et ces colonnes, lorsque on va arriver à l'aplomb du tronc cérébral, vont correspondre à deux types de noyaux de nerfs crâniens. Lorsque je remets en place très rapidement cette extrémité crâniale, en esquissant à peine les ébauches placodiques, mais ici pour densifier la dilatation du tube neural primitif, qui vient à ce stade des trois vésicules former le rhombencéphale vers l'arrière, le mésencéphale au milieu et le prosencéphale vers l'avant. Ce dernier ne nous intéresse pas. En effet, la tige notocordale, qui est en situation ventrale, va venir ici buter sur l'excroissance du plancher prosencéphalique qu'est l'hypophyse, et en arrière, le mésencéphale et le rhombencéphale constituent le cordencéphale. Or, c'est justement ce cordencéphale, par rapport au schéma de présentation initiale, qui va correspondre à la segmentation somitique. C'est-à-dire que les noyaux des nerfs crâniens, en avant la première paire, le rhinencéphale, et la deuxième paire, l'ophtalmencéphale, ne sont pas des nerfs crâniens, ce sont des morceaux de cerveau poussés à l'extérieur. Donc la véritable première vraie paire de nerfs crâniens, c'est la troisième paire des nerfs crâniens, l'oculomotorius. Et l'oculomoteur va prendre en charge, donc ici, la majeure partie des muscles moteurs oculaires, à l'exception, bien sûr, de la quatrième paire, le nerf trochléaire, qui est juste à l'étage du dessous, toujours dans le mésencéphale, et qui va prendre en charge le muscle trochléaire, le grand oblique, et à l'exception de la sixième paire des nerfs crâniens, le nervus abducens, qui va lui aussi prendre en charge le muscle droit latéral, droite externe. Et puis, il nous faut descendre dans cette colonne qui est donc somatomotrice et qui est somitique, c'est-à-dire qu'elle a sous sa dépendance des muscles qui correspondent à la condensation myotobiale de la répartition métamérique. Il nous faut atteindre maintenant un noyau qui correspond à la 12e paire des nerfs crâniens. Le nerf hypoglosse, qui va prendre en charge, lui, les muscles de la langue. Alors, ici, attention, on décrit à l'hypoglosse, dans le cou, une anse, l'ansa hypoglossie, l'anse descendante de l'hypoglosse, qui revient chercher ses anastomoses, le plus souvent, avec la deuxième
troisième racine cervicale, quelquefois la quatrième, la première, peu importe. Et c'est de cet anse de l'hypoglosse que vont se détacher les branches motrices destinées au sternocléido-hyoïdeus, au sternocostothyroïdeus, au ventre antérieur et au ventre postérieur de l'homo-hyoïdeus et au thyro-hyoïdeus. C'est-à-dire, là encore, des dérivés qui sont des dérivés somitiques avec des noyaux moteurs qui sont dans la moelle cervicale haute, dans le prolongement du noyau du 12, qui vont d'ailleurs être au voisinage immédiat, et nous allons y revenir plus tard dans le cours, de l'origine à l'aplomb de C4 du nervus phrénicus, du nerf phrénique. Les coupes histologiques du rachis de la moelle cervicale haute montrent en effet une coulée de cellules qui se prolongent par le nerf hypoglosse, qu'on appelle le noyau de Kitamura, qui va expliquer l'importance de la respiration dans toute la morphogénèse de l'étage cervical, de l'étage mandibulaire, avec la posture de la langue. Parce que le nerf hypoglosse et les noyaux qui sont dans les premiers myélomères cervicaux, qui arrivent au noyau du phrénique, donnent une unité praxique, un même schéma moteur. Et combien il est important de rééduquer la respiration en même temps que la langue, même si plus tard, le diaphragme se retrouve 60 cm plus bas pour des raisons de migration sur lesquelles nous allons aussi revenir. Et puis, toujours dans cette colonne qui correspond au noyau des nerfs crâniens somatiques, somitiques, nous avons en dessous, ici, à l'aplomb du rachis cervical haut, le nervus spinalis, la 11e paire des nerfs crâniens, mais le 11 médulaire, la racine médulaire du 11. Cette racine va donner une partie de la 11e paire qui va prendre en charge comme suit, et le sternocléido-mastoïdeus et le trapézius. Alors, ici, un tout petit mot sur ces nerfs qui vont, vous le voyez, dans la région cervicale qui nous préoccupe, assurer la commande neurologique, mais sur la 11e et sur la 12e paire des nerfs crâniens, un petit mot sur l'ascension intracrânienne. Je vous ai dit tout à l'heure que la tige notocordale allait marquer à la base du crâne, je suis en train de l'effacer, par sa butée sur la fossette hypophysaire, la limite toute crâniale de l'intrication cordale, notocordale, dans la mise en place de la base du crâne. Or, la condensation du mésenchyme sclérotomial, destiné à former le squelette au niveau des arcs, mais aussi au niveau de la base du crâne autour de la tige notocordale, va être segmentée. C'est là la division en somite, en sclérotome, et la base du crâne va donc être segmentée. Lorsque, sur un schéma de profil, je simule la tige notocordale, voici l'extrémité crâniale, la face ventrale, voici appendu sous le futur troisième ventricule, l'hypophyse. La tige notocordale bute sur l'hypophyse. Le mésenchyme périnotocordal à destinée sclérotomiale va être marqué par la segmentation qui donne naissance aux vertèbres plus bas et qui va ici donner naissance à deux pièces que je vais maintenant
densifiées, pièces que sont le basis post-sphénoïde. Et ici, le basis occipital. Nous sommes là, à l'étage postérieur de la base du crâne. Ces deux pièces sont maintenant articulaires avec l'atlas, puis avec l'axis, sur lequel je ne reviens pas. Mais ces deux pièces sont avec deux disques intervertébraux, que l'on voit très bien sur les coupes d'embryons, sont jusque 15-16 ans chez l'adulte encore articulés. Certaines écoles actuelles, et pas des moindres, prétendent masser le crâne pour faire bouger la synchondrose sphéno-occipitale. Mais là, la butée sur l'hypophyse marque la séparation d'avec ce que j'avais montré tout à l'heure, la condensation qui va former le reste du corps du sphénoïde, qu'on va appeler le basis pré-sphénoïde. Ceci est si vrai que lors de la pneumatisation par la muqueuse nasale primitive, qui va venir, comme je le simule maintenant, tarauder l'os et y creuser le sinus sphénoïdal, jamais le sinus sphénoïdal n'envahira le basis post-sphénoïde, qui constitue la pente clivienne en arrière. Le sphénoïde, quel que soit, le sinus sphénoïdal, quel que soit le volume de la pneumatisation, n'envahit que le basis pré-sphénoïde. Parce qu'entre les deux, il y a un disque intervertébral. Alors, je ferme cette petite parenthèse pour expliquer que ce sont des nerfs rachidiens. C1, C2, C3, et ce sont des nerfs rachidiens qui ont été poussés dans le crâne pour constituer d'abord le 12. Poussés dans le crâne pour y faire juste un tout petit tour dans le crâne et ressortir tout de suite par le canal condylien antérieur pour donner ensuite le nervus hypoglossus, le nerf hypoglosse. Mais le nerf hypoglosse n'est pas un nerf crânien. Le nerf hypoglosse, c'est un nerf rachidien qui est secondairement céphalisé, qui a été poussé dans le crâne et qui va ressortir tout de suite du crâne. D'ailleurs, les travaux de De Vries ont montré que chez les ruminants, chez la vache par exemple, le nerf hypoglosse n'est pas du tout un nerf crânien. C'est un nerf cervical, rachidien, pur. D'ailleurs, chez l'homme, on décrit souvent non pas un canal condylien antérieur, mais 2, voire 3 canaux condyliens antérieurs. Pourquoi? Eh bien parce que tout à l'heure, je vous ai dit que la langue, qui est le territoire moteur, effecteur de l'hypoglosse, est formée par la condensation de la portion myotomiale des 6e, 7e et 8e arcs branchiaux. C'est pour ça qu'il y a quelquefois 1, quelquefois 2, quelquefois 3 filets et 3 trous osseux condensés autour de ces 3 racines de l'hypoglosse. Et l'hypoglosse qui est sorti comme suit, qui est donc un nerf segmentaire, comme le sont les nerfs sous-jacents du rachis de la moelle cervicale, quand il est monté dans le crâne, il n'a emmené que le contingent moteur des myélomères. Et il a oublié en route le contingent sensitif. On décrit l'hypoglosse comme étant essentiellement un nerf moteur. Seulement tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait ici une anse cervicale, l'ansa hypoglossie, qui revient chercher à l'aplomb de C1, à l'aplomb de C2, à l'aplomb de C3, ensuite nous sommes au niveau du phrénique, d'abord le contingent sensitif pour la sensibilité proprioceptive des muscles de la langue, que le nerf a oublié en montant dans le crâne. Et
comme certains de mes élèves l'avaient fait, en comptant les fibres, il y a beaucoup plus de fibres dans l'hypoglosse après le départ de l'anse qu'avant l'anse. C'est parce que les fibres ont été ramenées à partir de l'anse de l'hypoglosse. Et deuxièmement, je vous ai dit qu'à partir des sommites primitifs, 11, 12 et 13, allaient se condenser le thyroïoïdeus, le sterno-costothyroïdeus, le sterno-cléidoïoïdeus et l'homoïoïdeus avec ses deux ventres. C'est la portion myotomiale de ces arcs qui correspond à C1, C2, C3. Et lorsque l'on compte les fibres également, eh bien, ces muscles vont recevoir leur innervation par l'anse de l'hypoglosse, mais pas à partir du noyau de l'hypoglosse, à partir des noyaux qui sont dans les myélomères C1, C2, C3, et qui donnent ainsi le nerf du ventre postérieur, le nerf du ventre antérieur de l'homoïoïdien, le nerf du sterno-costothyroïdien et du thyroïdien, et le nerf du sterno-cléido-ioïdeus. Même phénomène, maintenant, avec le 11, mais attention, avec le 11 médulaire. Le 11 médulaire est un nerf somatique, somitique. Et il va, lui aussi, avoir un noyau qui est situé, au niveau de la moelle. Il va sortir latéralement à la moelle cervicale haute. Il va maintenant entrer, je vais le représenter en violet pour le changer du 12, il va monter sur la face latérale du bulbe rachidien, de la moelle dilatée, il va faire un petit tour dans le crâne, lui aussi. Et très vite, il va à nouveau sortir du crâne par la moitié antérieure du foramen jugulare, du trou déchiré postérieur. Et ce 11, qui ressort du crâne, est donc lui aussi médulaire d'origine, un nerf cervical secondairement céphalisé, poussé dans le crâne. C'est si vrai que lorsqu'on va représenter dans un instant la 10e paire des nerfs crâniens, qui va être le nerf moteur, le nerf du 4e arc branchial, la 10e paire va présenter sur son trajet deux renflements. Un premier renflement ganglionné, qui est le ganglion jugulaire, et un deuxième renflement beaucoup plus important, qui est le ganglion plexiforme. Eh bien, le nervus spinalis, le nerf spinal médulaire, aussitôt sorti du crâne, comme ceci, va s'en aller, va quitter, c'est le vrai nerf spinal, entre guillemets, pour venir innerver le sternocléido-mastoïdeus et pour venir innerver le trapézius, comme je l'avais montré tout à l'heure, c'est-à-dire des nerfs somatiques et somitiques. Alors maintenant, deuxième partie, les nerfs dérivés des arcs branchiaux. Vous avez remarqué que tous ces nerfs qui sont somatiques, somitiques, sont essentiellement moteurs. Aucun ne transporte d'un flux sensitif. L'hypoglosse, qui a oublié son contingent, vient former pour cela une anse. Je rappellerai, et on va le montrer aussi en jaune, que le nervus spinalis, qui a oublié aussi son contingent sensitif, pour assurer l'innervation de la sensibilité proprioceptive des muscles sternocléido-mastoïdeus et trapézius, va avec la racine C1 de façon constante, mais souvent aussi avec la racine C2, présenter ce que Maubrac a appelé l'anse de Maubrac, qui est l'équivalent de l'anse de l'hypoglosse, pour venir redonner le contingent sensitif. Avec le deuxième contingent de nerfs branchiaux, qui sont des nerfs somatiques branchiaux, et non pas somatiques, somitiques, c'est-à-dire ceux qui vont correspondre à ces arcs qui viennent s'impacter à la partie inférieure de la face, qui viennent s'impacter au niveau de la base du crâne, comme j'essaie de vous le faire comprendre.
Nous allons avoir maintenant des nerfs qui sont tous des nerfs mixtes, c'est-à-dire somatomoteurs et somatosensibles. Ça veut dire que sur le trajet de chacun de ces nerfs, il y aura forcément, pour loger le paquet d'estésionneurs, les cellules sensitives étant les cellules extra-axiales, toujours contenues dans un renflement ganglionné. Tout nerf qui est sensitif a forcément un ganglion sur son trajet. Nous allons avoir un renflement ganglionné. Alors, nous allons refaire un même petit schéma de profil et en même temps illustrer la morphogénèse des muscles, rappeler les placodes, la placode optique, la placode otique, le bourgeon maxillaire, le bourgeon mandibulaire, vers la région ventrale, la bosse cardiaque. Voici la zone crâniale, voici en projection le prosencéphale, voici le mésencéphale, voici le rhombencéphale au sommet du tube neural. On va prendre une autre couleur pour expliquer que, premièrement, le nerf du premier arc branchial, c'est le trijumeau. Le trijumeau, va être dans ce plan, au niveau de la vésicule rhombencéphalique. Le trijumeau est un nerf mixte qui va donc, sur son trajet, présenter un renflement ganglionné, qui est le classique ganglion de Gasser. Et ce nerf, sous l'angle moteur, va donc prendre en charge maintenant tous les dérivés du premier arc. C'est essentiellement par la branche 5 numéro 3 que vont passer les rameaux moteurs de ce plus grand des nerfs crâniens, qui est le véritable architecte de la face, le nervus ophtalmicus et le nervus maxillaris, le 5.1 et le 5.2, étant essentiellement sensitifs. Au passage, d'ailleurs, vous noterez que, mais ceci nous éloigne de la portion cervicale, dans beaucoup d'espèces, le nerf ophtalmique de Willis, le 5 numéro 1, est un nerf complètement séparé, qui a un renflement ganglionné à lui, séparé, différent du ganglion de Gasser, et qui, en tout cas chez nous, est venu rejoindre le ganglion de Gasser. Mais c'est ce qui va marquer la séparation au niveau de la face entre l'étage qui est l'étage fronto-facial, au-dessus de l'émergence du nervus frontalis, lacrimalis et nasalis, de l'étage ophtalmo-facial, qui est délimité en dessous par l'étage maxillo-facial, le 5 numéro 2. Donc, chez nous, tout ceci est regroupé. Revenons au contingent moteur pour dire que par le 5 numéro 3, à partir du noyau masticateur, vont donc se dégager le nerf moteur du musculus temporalis, le nerf moteur du musculus masséter, le nerf moteur des deux faisceaux du pterygoideus lateralis, du pterygoideus medialis, et le nerf moteur du muscle tenseur du marteau, expliquant ce réflexe, cette physiologie commune entre la déglutition et la tension de la membrane tympanique. Et puis, attention ici, le 5 numéro 3, donc, va abandonner sur son trajet un contingent sensitif qui ne nous intéresse pas ici, c'est le nerf dentaire inférieur, et un contingent moteur qui est le nerf lingual. Et le nerf lingual est classiquement décrit comme donnant, dans ses branches terminales, le filet moteur du muscle du ventre antérieur du digastrique, le filet moteur du mylo-hyoïdeus et le filet moteur du génio-hyoïdeus. Nous arrivons au nerf du deuxième arc branchial, nerf somatique branchial, qui est le nervus facialis, la 7e paire des nerfs crâniens. Le nervus facialis va, sur son trajet, présenter un double coude sur lequel je ne m'étends pas ici,
est présenté, bien sûr, un renflement ganglionné, qui est ce qu'on appelle le ganglion géniculé. C'est un nerf qui est mixte, sensitif, parce que, bien sûr, y est associé le 7 bis, l'intermédiaire de Vriesberg, qui va véhiculer les influx sensitifs et les influx végétatifs. Et ce nervus facialis va donc prendre en charge tous les dérivés du deuxième arc branchial. C'est-à-dire, après ce trajet en baïonnette, premièrement, le nerf du muscle tenseur de l'étrier, le réflexe stapédien, s'étudie dans l'exploration de la 7e paire des nerfs crâniens. Puis, au sortir du trot stylomastoïdien, le nervus facialis va abandonner le nerf moteur du ventre postérieur du digastrique, va abandonner le nerf moteur du muscle stylo-hyoïdeus. Et attention, maintenant, ce nerf, va abandonner la corde du tympan. Et la corde du tympan, comme les travaux de Dozan l'avaient montré, est une anastomose qui est tendue entre le 7 et le 5, numéro 3. Et par l'intermédiaire de la corde du tympan, en fait, les fibres qui sont véhiculées macroscopiquement, disséquées comme appartenant au 5, pour innerver le mylohyoïdeus, pour innerver le géniohyoïdeus et pour innerver le ventre antérieur du digastrique, sont des fibres venues du nerf facial. C'est-à-dire qu'on retrouve là la parfaite unité embryologique. Comme ce sont les dérivés myotomiaux du deuxième arc, ils sont tous innervés par le nerf du deuxième arc. Mais dans ce phénomène d'intrication, de montée, sur lequel on va revenir à propos des dérivés des poches, en particulier au niveau du palais, en particulier au niveau de l'amygdale, l'amygdale tonsillaire qui va avoir un pilier antérieur qui appartient au premier arc, un pilier postérieur qui appartient au deuxième arc, et qui va avoir une innervation qui va donc venir aussi du nerf facial, comme le palais. Eh bien, ici, cette intrication fait que par endroits, les fibres passent par une anastomose qui est tendue entre le nerf du premier arc et le nerf du deuxième arc. Et on arrive au nerf du troisième arc branchial. Ce nerf, c'est la 9e paire des nerfs crâniens, le nerf glossopharyngéus. Et bien sûr, sur son trajet, il y a 2 renflements ganglionnés, le ganglion d'Andersch et le ganglion d'Ehrenreiter. Ces formations ganglionnées correspondent au contingent sensitif, sur lequel je vais revenir bien sûr à propos de l'innervation sensorielle de la langue, mais c'est le noyau gustatif de Najot, n'y revenons pas, c'est le contingent moteur qui pour l'instant nous intéresse. Et la 9e paire va donc abandonner les filets moteurs pour les dérivés du 3e arc branchial, c'est-à-dire le nerf moteur du constricteur supérieur du pharynx, des muscles stylopharyngiens et d'une partie aussi du voile du palais et de la partie supérieure et latérale du pharynx. Le nerf du 4e arc branchial, c'est le nerf pneumogastrique, c'est la 10e paire des nerfs crâniens. Cette 10e paire va sortir, va donner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces renflements ganglionnés. C'est un nerf mixte, complet, c'est certes un nerf végétatif, parasympathique, mais c'est aussi un nerf sensitif, c'est aussi un nerf moteur, et il va abandonner, comme ceci, le filet moteur destiné au constricteur moyen du pharynx, et il va abandonner macroscopiquement, maintenant, à partir de ce renflement ganglionné, nous allons prendre une autre couleur, suivez bien, à partir du ganglion plexiforme, il va abandonner
un nerf, dit nerf laryngé supérieur, qui vient prendre en charge le muscle cricothyroïdien. Et puis, je garde la même couleur, il va abandonner maintenant un nerf qui va aller faire un grand tour sur lequel on va revenir après, qui vient assurer l'innervation du constricteur inférieur du pharynx, qui vient assurer l'innervation des cordes vocales, qui vient assurer l'innervation de tous les muscles intrinsèques du larynx. C'est le nerf phonatoire, c'est le nerf vocal. Alors, ceci nous amène à la 11e paire des nerfs crâniens, mais attention à la 11e paire bulbaire. Nerf crânien, somatique, branchial, nerf du 5e arc branchial. Et le 11, en sortant comme suit, va tout de suite rejoindre le 10. Mais attention, ça n'est pas le 11 médulaire. C'est pour ça que ce nerf s'appelle le nervus accessorius, parce qu'il vient donner la totalité de ses fibres au ganglion plexiforme. C'est le nerf accessoire du 10, et voilà, ici, ce que macroscopiquement, on peut appeler sur 1 cm, 1 cm et demi, la 11e paire des nerfs crâniens, le nerf spinal ou le nerf accessoire. Mais ce nerf a deux origines, ce sont deux nerfs complètement différents. L'un qui a été poussé dans le crâne pour faire un petit tour, c'est le 11 qui est médulaire et qui prend en charge le sternocleidomastoïdien et le trapèze, et l'autre qui est un nerf branchial. Et là encore, dans ce phénomène d'impact, il y a l'intrication entre des structures somatiques et des structures somatiques branchiales, avec des anastomoses entre les nerfs. Et le 11 médulaire va donc rejoindre le 10. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il allait tout de suite abandonner le nerf laryngé supérieur, et puis, empruntant le trajet du 10, il va constituer le nerf récurrent, il va constituer le nerf phonatoire, le nerf laryngé inférieur, que l'on décrit bien sûr macroscopiquement, que l'on dissèque comme étant une branche du pneumogastrique, mais qui n'a rien à voir du point de vue systématique et du point de vue fibre avec le pneumogastrique. C'est le 11 destiné aux cordes vocales, destiné aux muscles internes. Et je vous ai dit, d'ailleurs, il va y avoir ici, entre les deux, l'anse de Gallien, que l'on étudiera plus tard dans le cours. Alors, ici, nous allons avoir aussi, et j'insiste sur ce faisceau inférieur du constricteur inférieur du pharynx, qu'on va décrire cet après-midi avec les muscles, qui est la bouche de Killian, qui est le sphincter œsophagien supérieur, parce que les fibres annulaires qui constituent ce sphincter supérieur œsophagien ont la même innervation motrice que les cordes vocales. Elles ont donc le même schéma praxique, cortical que les cordes vocales. Et chez les laryngectomisés pour cancer du larynx, c'est ce que l'on va appeler le phénomène phonatoire de Stupka, qui va permettre la rééducation du laryngectomisé à partir de la bouche ésophagienne. On va, comme un ventriloque, lui apprendre à parler avec son sphincter œsophagien. Parce que le schéma cortical est le même, ce sont les mêmes fibres qui, au passage, innervent le constricteur inférieur du pharynx et les cordes vocales. Alors, il reste, pour terminer ce chapitre des dérivés nerveux, à revenir un petit peu sur le nerf du deuxième arc, puisque, là encore, dans cette intrication des éléments d'origine somatique et des éléments d'origine branchiale, voici l'extrémité crâniale avec la tête qui est en antéflexion, qui est sur ce fœtus, sur cet embryon fin du 4e mois, très proche de la bosse cardiaque, en dessous, en face du stomodéum. La tête va ensuite, je vous l'ai dit, se défléchir. Elle va se redresser, le cou va s'allonger, nous allons y arriver après, mais à ce stade, la portion mésenchymateuse myotomiale du deuxième arc branchial va, au fur et à mesure que se mettent en place ces arcs branchiaux, maintenant envahir, comme ceci, tous les territoires sous-cutanés du massif facial
qui se différencient autour des fosses nasales, autour de l'œil, autour de la cavité orbitaire. Et ceci, Fontaine a beaucoup insisté là-dessus, va donner naissance à cette lame qui est le platysma, qui est le muscle possier du cou. Le platysma, chez nous, est pas très épais, mais chez le cheval, le platysma est large comme mes deux mains, épais comme mes deux mains, et fait 1 mètre de long. Dans la majorité des espèces, d'ailleurs, ce muscle va remonter, et ce n'est pas par hasard, ceci nous écarte un petit peu du problème, mais ce n'est pas par hasard qu'il va se condenser autour de tous les orifices. Pour donner quoi? Pour donner tous les muscles possiers. L'orbiculaire des lèvres, l'orbiculaire des narines, l'orbiculaire des paupières, les muscles auriculaires, les muscles myrtiformes, canins, risorius, zygomatiques, muscles carrés du menton, muscles de la houppe, muscles triangulaires des lèvres, etc. Et d'autant plus que cette zone, qui est une zone extrêmement gnosique, qui est une zone sensorielle, va être le siège de vibrisses. Les animaux qui ont des poils sensoriels autour de l'orifice buccal ont des muscles possiers bien plus hypertrophiques que les nôtres. D'ailleurs, la raison pour laquelle Pascal Foulon et moi, on se laisse pousser les poils autour de la bouche. Mais ces zones qui sont là vont ainsi tirer leur innervation, comme suit, du nerf du deuxième arc, c'est-à-dire du nervus facialis, qui va ainsi devenir le nerf moteur des muscles possiers. Mais il faut comprendre que ces muscles arrivent plus tard. Ils sont sur le territoire de chasse du premier arc, du trijumeau.